Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, à l'Assemblée nationale, le ticket de l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif connu depuis hier est déjà contesté. Les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, exigent la représentation équitable des provinces et le respect du poids politique. Ils refusent également tout népotisme. Elle a eu aussi le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité. Aurora Prize for Awakening Humanity pour l'année 2024 a été remis au Dr Denis Mukwege, une reconnaissance de son travail courageux et de son dévouement en faveur de l'amélioration des droits de l'homme pour tous. Et en Afrique, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été investi candidat du PPA-CI au scrutin de 2025. Il est toujours inéligible et ont été radiés des listes électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, je le disais dans le sommaire, l'Union sacrée de la nation a dévoilé son ticket pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est candidat président après sa victoire aux primaires. Première vice-présidence Jean-Claude Tshilumbayi, deuxième vice-présidence Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Njoli, questeur Serge Bahati. Voici la composition de ce bureau. L'audition en séance plénière des messages des candidats. L'élection et l'installation du bureau définitif est prévue pour le 18 mai prochain. Les pouvoirs des 19 députés proclamés définitivement élus à l'issue des arrêts de correction des erreurs matérielles seront validés ce samedi justement. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, les mêmes figures, les mêmes familles et les mêmes groupes se partagent les ressources du pays, tel un butin de guerre. Ce népotisme qui s'est ancré à longtemps empêchait les intelligences fraîches d'accéder à la gestion du pays pour changer les choses. En conséquence, rien ne marche, tout bascule dans le noir. Cette malheureuse réalité à laquelle le pays fait face depuis plus de 60 ans et encore celle que l'Assemblée nationale va expérimenter pour ce qui est de son bureau définitif. Les tractations au sein de l'Union sacrée sont allées bon train. Elles ont même pris beaucoup de temps. Mais tout ceci pour annoncer finalement aux Congolais que le pays devrait retomber dans son sempiternel cercle vicieux où les mêmes doivent gouverner et les autres être gouvernés en dépit de la médiocrité que cela entoure. Selon des noms rendus publics pour former les tickets Union sacrée pour les perchoirs de la Chambre basse. Le présidium s'est quasiment tout donné. D'abord Vital Kamerhe à la présidence du bureau, ensuite Jean-Claude Tshilumbayi de l'UDPS à la première vice-présidence, puis vient encore Christophe Mbosso. À en croire certaines indiscrétions au sein de la famille politique, le président sortant de l'Assemblée nationale, qui a été battu lors des primaires, a proposé son propre nom pour être vice-président de la même chambre. Au poste de rapporteur, c'est Jacques Njoli du MLC qui a été désigné. Mais à la questure, Bahati Lukwebo aurait proposé les noms de son fils élu député national du Sud Kivu. Par ailleurs, à la questure adjoint, c'est Madame Bemba qui est la candidate. Déjà, en plus du népotisme qu'il mentionne, ce tableau vient pécher contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que les 7 postes soient une représentation de cette province différente. Mais ici, Kamerhe et Serge Bahati, fils de Lukwebo, sont tous originaires du Sud Kivu. Au fait, sauf si le règlement a déjà été modifié dans ce sens. Sinon, il consacre la représentativité. Les 7 membres qui composent les bureaux définitifs devraient venir des 7 différentes provinces. Toutefois, si ça s'est passé comme prévu, avec ce ticket, ça sera donc pour la deuxième fois que le Sud Kivu occupe et la présidence et la questure, comme en 2007 Kamerhe et Lukwebo. À moins que l'Union sacrée décide de revoir ses cartes, il s'agit là de ce que la République démocratique du Congo devrait de nouveau vivre au cours
de 5 prochaines années. Et puis l'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République au Sénat est prévue pour ce mardi 14 mai dans la salle des plénières de la Chambre haute du Parlement. La convocation de cette plénière portant sur la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République est prévue pour ce mardi 14 mai 2024, coïncide avec le 15e jour suivant la publication des résultats, date marquant l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale du Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. Selon le même article, il sera question au cours de cette session inaugurale des procédés à l'installation du bureau d'âge, qui sera dirigé par le doyen d'âge assisté de 2 sénateurs moins âgés comme premier et deuxième secrétaire, la validation des pouvoirs des nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. Comme à l'Assemblée nationale, c'est Jean Moukwala Bateke, secrétaire général du Sénat, qui présidera la plénière d'ouverture de la session inaugurale en vue d'annoncer et installer le doyen d'âge et les des élus moins âgés. Dans la même longueur d'onde, le Sénat annonce un nouveau programme des opérations d'identification et d'enregistrement des nouveaux sénateurs proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante qui débute ce samedi 11 et se poursuivra le dimanche 12 mai 2024 de 10h à 17h dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Et au Nord Kivu, les victimes des bombardements du M23 reposeront dans un mémorial du Génocoste situé à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. La délégation mixte du gouvernement s'est rendue sur le lieu pour les préparatifs de l'inhumation. À en croire le ministre des Droits humains, ce lieu accueillera désormais l'enterrement de toutes les victimes de l'agression rwandaise. Nous sommes en territoire de Nyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain des 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushangala à Mugunga par la coalition M23 RDF. Ce terrain a été visité par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu qui annonce sa désaffectation. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ces terrains et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains. Des sites qui étaient réservés aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocoste, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que, peu avant, sous l'égide du FONAREF, cette délégation gouvernementale a visité les familles des victimes des bombardements sur les camps des Lushangala. Et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a lancé les travaux de construction de la route de contournement de Kipushi, située à environ 30 km de Lubumbashi. Cette première route des poids lourds de Kipushi va mesurer 13 km et les travaux vont donc durer 12 mois. C'est la 3e route des poids lourds sous Jacques Kiabula qui venait d'être réélu justement gouverneur. Après les routes de contournement construites récemment à Kasumbalesa et à Likasi par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la cité de Kipushi aura également une route de contournement d'ici une année. C'est le gouverneur Jacques Kiabula Katwe qui a lancé ce samedi 11 mai 2024 les travaux de construction de cette route de 13 km. Le tronçon de grande importance économique partira de la route nationale numéro 37 jusqu'à une carrière minière. La cérémonie riche en symboles se déroule dans la chefferie des Kaponda sur la route nationale numéro 37 Lubumbashi-Kipushi en présence du chef Kaponda, des élus de Kipushi, des membres du gouvernement provincial, des responsables des sociétés minières et de l'office des routes, maître d'ouvrage délégué par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Dans ce mot de bienvenue, l'administrateur du territoire de Kipushi s'est dit heureux d'une route qui s'ajoute sur la longue liste d'autres réalisations du gouverneur Jacques Kiabula Katwe dans ce territoire, notamment le marché moderne à inaugurer bientôt, le parking et quelques avenues. La province, dans les prochains jours, va procéder à la construction d'un poste frontalier
S'en suivra ensuite un rituel ancestral avant que le gouverneur ne prenne place à bord d'une tractopelle pour lancer les travaux. Les élus de Kipushi, Max Mpande et Calixte Mukasa, se félicitent d'un engagement tenu par l'exécutif. Nous sommes très contents et flattés du fait que la première sortie officielle depuis la réélection du gouverneur, c'est Kipushi. Un gouverneur élu porte bonheur pour notre territoire de Kipushi et sur le leadership du porte-bonheur national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux vont durer 12 mois sous la supervision de l'Office des routes. Excellence. Et dans le là-bas, la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC a, à travers son président Mardoché Nsele, lancé une campagne intitulée « Le massoukisme ». Elle a pour objectif de faire rayonner les actions du chef de l'État par les actions sociales dites, d'après eux, concrètes. Orchestré par les visionnaires Maître Mardoché Nsele, coordonnateur national, le tout premier forum sur l'idéologie massoukisme a vécu à Kolwezi dans les Lualaba, couplé à l'installation de la coordination régionale du Grand Katanga. Le massoukisme que nous vous prêchons aujourd'hui est une idéologie noble qui a pour objectif de répondre par des actions que par des discours de séduction. Après différentes interventions prêchées sur le massoukisme, notamment par les représentants des partis politiques FIDEC et UDPS, de l'Union sacrée de la nation et des associations sans but lucratif qui accompagnent la vision Massouka, l'heure était à l'installation officielle. Fanuel Kachala, le désormais coordonnateur régional de l'idéologie massoukisme dans les Grands Katanga, a comme son président national réitéré sa loyauté envers Fifi Massouka Saini lors de son speech. Les convaincus de la politique Massouka et initiateurs de l'idéologie massoukisme, Maître Mardoché Nsele a juste après la cérémonie s'est résumé en ces termes. De sa gestion aujourd'hui l'idéologie massoukiste que j'essaie d'initier aujourd'hui, c'est devenu une institution. Un jour, Massouka pourrait se reposer comme personnalité politique dans sa carrière, mais les acquis de sa gestion, les caractéristiques de cette gestion orthodoxe et plastique, dans une année où elle a fait une démonstration de force, gérée dans 3 ans pendant qu'elle a été, n'est-ce pas, taxée d'incompétente dans un contexte très difficile. Présent à l'événement, les commissaires en charge du tourisme, Joseph Chimwanga, saluent l'initiative. En fait, c'est une très bonne initiative, parce que finalement, nous avons compris avec tous les jeunes que l'idée de Massouka, c'est une institution. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes venus, institution dans le sens de dire que ça devient un patrimoine. Il est à noter que c'est par une adhésion massive des participants que l'activité a pris fin. Et afin de protéger la culture du manioc dans la province du Tanganyika de diverses maladies, une application mobile est mise sur pied par l'Institut international de l'agriculture tropicale et a été expliquée aux ingénieurs agronomes de Kalemi dans un atelier de formation des formateurs. Restaurer la culture de manioc et moderniser le système de surveillance contre les maladies ravageuses dans la province du Tanganyika reste une préoccupation majeure de l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, dans le cadre du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, PICAGEL en sigle. Dans ce sens, un atelier de formation des formateurs des 3 jours, soit du 7 au 9 mai 2024, a été organisé à Kalemi sur la digitalisation agricole et diagnostic en temps réel des maladies par Plant Village Nouro, une application conçue et mise à disposition par IITA pour la contingence des maladies ravageuses du manioc dans la province du Tanganyika. Une vingtaine d'ingénieurs agronomes associés aux chercheurs de la filière agronomique de l'Université de Kalemi ont bénéficié de cette formation, comme le souligne l'ingénieur Charles Kitangala, chef d'antenne IITA à Tanganyika. Vous savez que le PICAGEL est à sa dernière phase où nous devons penser à la pérennisation des activités. C'est comme ça que nous voulions capaciter ou renforcer les capacités des services étatiques. Pour lier la théorie à la pratique, une descente a été effectuée dans quelques champs pour analyser et tester la dite application importante pour la croissance agricole, l'a ainsi déclaré le docteur Tchasinga Moubassi Cléris, chercheur virologue IITA RDC. Redonner la RDC sa place dans les Conseils des Nations, c'est à travers les applications mobiles. On s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on capacite les ateliers de développement qui sont ici avec les applications mobiles, parce qu'il suffit juste d'avoir un téléphone Android. Pour l'INERA Émilie Ngombe, le gouvernement doit discuter avec
avec la Banque mondiale pour la prolongation de ce projet pour l'intérêt majeur de la culture du manioc saine au Tanganyika. S'il y a possibilité encore de continuer avec ce projet, ça pourra vraiment nous permettre à bien identifier les maladies dans la province et consolider les acquis du projet pendant tout le temps qui nous reste. Signalant qu'un noyau sera formé pour la surveillance de la culture de manioc au Tanganyika, même après le projet Picagel. Visite du président de la République en France, bombardement du camp des réfugiés des Mugunga, révision constitutionnelle, on en parle encore. Pour le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi, ces sujets nécessitent un débat approfondi si l'on aspire à un changement. Le Rafat promet de donner sa position dans les tout prochains jours. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo félicite le président de la République démocratique du Congo pour sa diplomatie agissante qui, au terme de sa dernière rencontre à Paris avec M. Emmanuel Macron, a eu le mérite d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la position hypocrite de la France en rapport avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs AFC bar M23. Dans un plus bel élan, les Rafat saluent la détermination et les efforts inlassables du chef de l'État pour la paix, de mettre définitivement fin à la guerre dans l'Est de notre pays. Les Rafat condamnent avec force cette énième attaque barbare qui constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Les Rafat encouragent le gouvernement de la République à saisir sans délai le Conseil de sécurité des Nations Unies et la CPI pour obtenir des sanctions exemplaires. Les Rafat observent avec enthousiasme les débats qui défraient présentement la chronique dans notre pays autour de la révision, du changement ou non de l'actuelle constitution. Pour les Rafat, ce débat vaut la peine. C'est pourquoi il annoncera au peuple congolais sa position idoine contestée dans les prochains jours. Et puis à l'approche de la célébration de la journée internationale de l'infirmière, dont le thème annoncé est « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins », les infirmières et infirmiers de la RDC ont décidé de n'organiser aucune activité à la date fixée, soit ce 12 mai, en soutien justement aux infirmiers et collègues de l'Est du pays qui continuellement sont kidnappés, torturés, blessés et même tués, ainsi que leurs centres de santé et hôpitaux attaqués ou pillés sans réserve par des rebelles de tout genre. Le Conseil national de l'ordre rappelle à toute la communauté que l'infirmière est temporairement la conscience de l'inconscient, la jambe de l'amputé, les yeux du nouvel aveugle, un moyen de locomotion pour le nouveau-né, un savoir et une confiance pour la jeune maman, une voix pour ceux qui sont trop faibles pour parler. Après une série de vagues de tensions entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo au sujet des recommandations des sous-traitants, les deux parties s'accordent désormais à collaborer de nouveau pour la concrétisation de la vision du chef de l'État dans ce secteur en RDC. L'arbitrage a été assuré par le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises Désiré Nzinga Biri Anze. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a présidé samedi à la concession des régies des travaux de l'ONATRA à Limité la cérémonie de clôture des formations qualifiantes organisées par le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, centre d'autonomisation La Grâce, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et l'ambassade de la Norvège.
Plus de 200 jeunes filles non scolarisées ont bénéficié de ces formations, axées sur la coupe et couture, l'esthétique et la coiffure, voire l'informatique et l'alphabétisation. La cérémonie qui a drainé du monde a été marquée par des discours, des témoignages poignants de quelques filles autrefois livrées à la prostitution, des démonstrations d'attitude, ainsi que des danses folkloriques. L'occasion pour la coordonnatrice nationale du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes de dévoiler à tous les tristes réalités vécues par les femmes à Pakadjouma, quartier devenu célèbre du fait d'avoir érigé la prostitution comme source principale de revenus de ses ressortissantes, peu importe l'âge. Elle a évoqué d'autres fléaux, notamment la drogue et la déperdition scolaire. Elle a enfin plaidé pour un accompagnement soutenu de ces jeunes, car une fois délaissés, ils deviennent de véritables bombes à retardement pour la société. Prenant la parole, la représentante de l'UNFPA a rappelé les efforts consentis par son organisation afin de mettre fin aux violences basées sur le genre, à la mortalité maternelle, tout en assurant la protection de la santé et de la reproduction. De son côté, la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants a encouragé ces jeunes filles à aller de l'avant et à ne jamais baisser les bras pour ne pas replonger dans la prostitution. Pour sa part, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, a loué l'initiative de former cette catégorie marginalisée de la population, ce qui est, selon elle, une contribution significative susceptible d'aider à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de former les hommes et les femmes dans différents métiers dans l'optique de constituer enfin une classe moyenne en République démocratique du Congo. C'est ici qui justifie les différentes réformes que j'ai initiées en vue de construire un système de formation professionnelle cohérent, susceptible d'aboutir à l'adéquation formation-emploi. La ministre Antoinette Kipulu Kabenga, impressionnée par le travail abattu sur le terrain par le Centre La Grâce, récemment agréé par le ministère de tutelle, en a profité pour lui doter de 10 ordinateurs, 20 machines à coudre, ainsi que 4 bourses pour le Maroc, accordées aux meilleures lauréates. Et à l'issue de cette cérémonie que nous venons de voir, qui a consisté aussi en une formation en coupe et couture, esthétique, informatique et alphabétisation, la représentante du résident de fonds des Nations Unies pour la population, Mireille Colli, et certaines lauréates de la session ont donné de la voix tout en louant l'initiative qui vise l'autonomisation de la femme. On les écoute. Que Dieu bénisse la ministre Antoinette Kipulu. Grâce à elle, nous avons bénéficié de la formation et des ordinateurs, ainsi que de machines à coudre. Que le président de la République, Félix Tshisekedi, continue de travailler avec Madame la ministre. Merci son excellence, Madame la ministre. Merci Nous remercions la ministre pour cette formation ainsi que le don que la ministre a remis à notre centre pour son bon fonctionnement. Honneur, il y a pour soi brevet. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction par rapport à cette cérémonie parce qu'il y a quelques mois passés, le Fonds des Nations Unies pour la population a signé un MOU avec la ministre, son excellence Madame Antoinette Kipulu, pour renforcer justement la formation professionnelle des jeunes. Et cela entre en droite ligne de la vision du Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre de son programme de coopération et contribue à renforcer l'investissement qui est fait en faveur des jeunes pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel. Nous sommes satisfaits de voir qu'aujourd'hui le Centre de la Grâce a contribué à cette vision en assurant la formation professionnelle des filles. Et puis l'institution de microfinance Baoba RDC a présenté aux médias son rapport annuel 2023. C'était lors d'une conférence de presse. Sa réalisation de l'année précédente ainsi que les objectifs de cette année, soit l'année 2024, se résument dans le développement du capital humain et la consolidation des bonnes pratiques. Il était une année exceptionnelle, 2023. Pour Baobab RDC, qui a réalisé l'excellente performance financière et opérationnelle. Une croissance de 21% du nombre de clients en seulement 12 mois,
dans ces 10 agences à travers le pays, selon le rapport présenté à la presse par son directeur général adjoint. Les services offerts par Baobab sont des produits de crédit individuel, des produits d'épargne et d'autres produits connexes en fait qui sont offerts à nos clients et qui sont disponibles, que vous pouvez visiter et prendre connaissance au niveau de nos agences. Le nombre de clients a cru de 21% en 2023, soit 61 384 clients contre 50 786 clients en 2022, dont 49% de femmes, pour un volume de 9 millions de dollars. C'est aujourd'hui en tout cas un sujet sur lequel Baobab accorde beaucoup d'importance, le renforcement des capacités du personnel. Baobab RDC, cette institution de microfinance avec plus de 48% de prêts octroyés l'année précédente aux micro et petites entreprises, différencie de ses concurrents de par ses multiples stratégies et avantages en faveur des clients. Mais nous venons justement pour combler les besoins de croissance, de développement, d'innovation que les PME manifestent suite à la tendance économique du pays. Et l'opinion qui a été donnée, c'est une opinion sans réserve. Donc je peux déjà vous rassurer que les chiffres que nous publions sont des chiffres qui sont réels et qui sont vrais. Baobab RDC, crédit, épargne et bien plus tel que rapporté par ces trios orateurs de la conférence de presse, accompagné de la responsable risque opérationnel Carole Kalambe-Tamboué, fournit des services financiers plus accessibles, inclusifs et transparents, élargissant ainsi l'accès à la finance pour le bien-être quotidien des clients. Et je le disais aussi dans le sommaire, le gynécologue et défenseur des droits de la femme en RDC, le docteur Denis Mukwege, a remporté le prix Aurora 2024 pour l'éveil de l'humanité. C'était lors d'une importante cérémonie à Los Angeles, aux États-Unis. Son dévouement à mettre fin à l'usage des violences sexuelles comme arme de guerre lui a valu justement cette prestigieuse récompense mondiale. Pour la énième fois, le professeur docteur Denis Mukwege se vit décerner le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité. Une reconnaissance de son engagement, son dévouement, mais surtout de son combat de sauver la dignité des femmes et des survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre en République démocratique du Congo. Les conflits qui secouent la région et des besoins critiques en matière de soins de santé résultant de la guerre, l'hôpital de Panzi est devenu aujourd'hui une référence mondiale. Bref, l'un des meilleurs centres les mieux équipés pour la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Le docteur Denis Mukwege et son équipe de l'hôpital de Panzi ou encore de la fondation éponyme ont aidé à ce jour à soigner plus de 80 000 femmes depuis la création de l'hôpital de Panzi. L'hôpital de Panzi se distingue par la méthode de prise en charge holistique axée sur 4 piliers phares, notamment le niveau médical, la psychosociale, la réinsertion socio-économique, ainsi que l'accompagnement juridique et judiciaire des femmes victimes de violences sexuelles. Ces moments n'est pas seulement une célébration, mais une occasion pour nos communautés de combattre toute forme de violence. Ces prix n'est pas seulement les miens. Il appartient à chaque infirmière, médecin et psychologue qui travaille sans relâche à l'hôpital des Panzi et au-delà. Il revient à tout défenseur de la paix et des droits de l'homme qui croit à un monde où la justice prévaudra et où la guérison sera accessible à tous. Sur son compte X, le professeur docteur Denis Mukwege a écrit, je cite, « Considérons cet honneur non seulement comme une célébration, mais comme un renouvellement de notre engagement à lutter pour un monde où l'humanité brille de son plus grand éclat. » Fin de citation. Le docteur Denis Mukwege a accepté ce prix Aurora à Los Angeles à l'honneur de toutes les personnes dans le monde qui luttent pour l'égalité des sexes et contre les viols comme une arme de guerre. À son actif, le docteur Denis Mukwege a déjà remporté plusieurs prix, dont le plus célèbre, le prix Nobel de la paix 2018, le prix Sakharov, prix des droits de l'homme des Nations Unies, pour ne citer que cela, des prix qui font pâlir de jalousie. Et puis en Côte d'Ivoire, avant de prendre une page noire, l'ancien président Laurent Gbagbo est investi candidat à l'élection présidentielle de 2025 par son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Les militants du PPACI estiment que le choix de l'investir est une évidence. Laurent Gbagbo promet, s'il est élu, de faire un mandat unique de 5 ans ou encore de dissoudre la commission électorale et de la remplacer par un organe indépendant.
Et c'est dans la douleur et les pleurs que Laure Kassongo Simbi, fils de Jacob Simbi, journaliste à Télé 50, a été porté en terre ce samedi au cimetière Le Chemin du Paradis dans la commune de Sélé, où il reposera pour l'éternité. C'était à l'issue d'une cérémonie des derniers hommages à ces jeunes garçons rendus justement décédés à l'âge de 15 ans après avoir été électrocutés. Présent, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassomba, s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu. Avec lui, quelques agents Télé 50, tous venus réconforter la famille du défunt. La cérémonie funéraire s'est déroulée dans la salle polyvalente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du camp colonel Tchachi. Que son âme repose en paix. Place au rappel des titres à présent. À l'Assemblée nationale, le ticket de l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif connu depuis hier est déjà contesté. Les députés membres de l'Union sacrée exigent la représentation équitable des provinces et le respect du poids politique. Ils refusent également toute forme de népotisme. Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité pour l'année 2024 a été remis au Dr Denis Mukwege, une reconnaissance de son travail courageux et de son dévouement en faveur de l'amélioration des droits de l'homme pour tous. Et en Afrique, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été investi candidat du PPACI au scrutin de 2025. Pourtant, il est toujours inéligible ayant été radié des listes électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.